Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Je suis ravie de vous retrouver pour une 3e saison, et oui déjà 3e saison. Et si cette 3e saison existe, c'est bien grâce à vous et à vos écoutes. Je sais que ce podcast vous fait du bien, je sais qu'il vous intéresse et c'est pour ça qu'on rempile pour une 3e année. Aujourd'hui, je reçois Inès. Inès, vous la connaissez forcément si vous êtes sur LinkedIn. Elle fait partie des influenceuses, je mets ça entre guillemets, puisque elle-même ne se définit pas trop comme ça. On va dire plutôt qu'elle est rédactrice web et elle aide les entrepreneurs à rédiger leur contenu. Voilà, elle va vous raconter mieux que moi ce qu'elle fait et son parcours et c'est plutôt inspirant. Bonjour Inès. Hello, ça va? Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast La Chronique des Volcaniques. J'aimerais dans un premier temps que tu te présentes à nous. Oui, pas de souci. Donc, moi, je suis Inès Sivignon. J'ai 26, bientôt 27 ans, dans un mois. Et je suis donc rédactrice web freelance de métier. Je fais ça depuis plus de 4 ans maintenant. Donc, j'accompagne des clients sur la rédaction de contenu web. Ça peut être des newsletters, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des pages web. Grosso modo, tout ce qu'on peut rédiger et retrouver sur le web. Et à côté de cette activité principale, j'ai aussi une activité de formatrice. Donc, je suis à la tête d'un organisme de formation. Actuellement, il y a une grosse formation pour justement apprendre le métier de rédacteur web en tant que freelance, mais il y a d'autres formations qui sont actuellement en cours de construction et qui devraient bientôt voir le jour pour compléter un peu l'offre. Voilà. Comment t'en es arrivée là? Comment j'en suis arrivée là? Écoute, je ne sais pas trop. En fait, j'ai initialement suivi un bac S, donc c'est vrai, rien à voir avec le côté plutôt littéraire de la rédaction ou à la limite marketing, on va dire. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant. Du moins, je me voyais pas derrière mon bureau. Je me voyais pas faire un métier scientifique. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu fascinée par les journalistes que je voyais à la télé présenter le JT, présenter les émissions télé, tout simplement. Et je me suis dit, bon, allez, écoute, Inès, dirige-toi là-dessus. On verra bien où ça nous mènera. Donc, j'ai intégré une fac de lettres. Et puis en fait, je me suis très vite rendu compte que le métier de journaliste, c'était quand même un métier difficile parce qu'il était très bouché, c'était très compliqué au début, que les gens qu'on voyait à la télé, ça devait représenter je ne sais quoi, enfin 5%, 10% des journalistes qui existent dans le monde. Donc j'ai tout simplement poursuivi mes études et découvert, grâce à un de mes professeurs, le métier de rédactrice web, mon prof d'informatique d'ailleurs, qui m'a appris ce métier-là, que je connaissais absolument pas. Et je me suis un peu renseignée, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une agence de com en tant que rédactrice web freelance pour un peu découvrir la partie pratique du métier. Et ça m'a tout de suite plu. Donc après, j'ai suivi cette voie-là et 4 ans après, j'y suis encore. Et est-ce que tu as eu un moment salarié mis à part ce stage ou est-ce que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat tout de suite? Non, je me suis lancée tout de suite. La seule expérience salariale, entre guillemets, c'était du coup mon stage de 6 mois dans l'agence. Et dès la fin du stage, je me suis lancée. En fait, j'ai été un peu vaccinée, je crois, par le stage. Et comme j'étais encore chez papa et maman, je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'avais pas de loyer, pas d'enfants à nourrir, pas, tu vois, j'avais rien de tout ça. Donc, je me suis dit, je me lance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, je trouverai un boulot salarié après. Mais fort heureusement, ça a marché. Donc, je n'ai jamais fait de salariat. Donc, tu dirais que c'est le fait d'avoir eu cet ancrage familial qui fait que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Tu le dis bien, effectivement, si tu avais eu une charge de famille, tu n'aurais peut-être pas fait ça. Ouais, peut-être pas. Et pourtant, tu vois, on me dit souvent, ah, t'as eu du courage de te lancer comme ça dès la fin de tes études, Bah t'avais oui. rien fait. Et moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que j'ai pas eu tant de courage que ça parce que pour moi, le vrai courage, c'est de se lancer quand on a déjà construit quelque chose, qu'on a déjà un CDI sécurisant, qu'on a une vie de famille, on a des responsabilités. Là, c'est un vrai courage de se lancer pour moi. À l'époque, moi, j'avais rien à perdre finalement. Ouais, c'est vrai. Effectivement, vu comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que à l'école, on nous apprend pas ça. On nous apprend pas qu'il y a une possibilité de se lancer. Souvent, on nous formate à trouver le Graal, c'est-à-dire le CDI. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est vrai que de se lancer quand même, quand on est jeune comme ça, eh ben, je trouve qu'il faut quand même un petit peu de courage. En tout cas, bravo.
Tu avais une stratégie justement quand tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller sur LinkedIn parce que clairement aujourd'hui, la plupart des gens, dont moi, te connaissent grâce à LinkedIn. Alors, est-ce que tu y es allé tout de suite? Est-ce que tu t'es dit, il faut que j'y aille, il faut que je sois présente pour trouver des clients, il faut que ce soit LinkedIn? Enfin, c'était quoi en fait l'idée? Alors LinkedIn, moi je l'ai découvert, bon je le connaissais de nom comme tout le monde on va dire, mais j'ai vraiment découvert le réseau et ses possibilités pendant mon stage justement de fin d'études, où en fait on a eu un formateur LinkedIn qui est passé à l'agence pour former l'ensemble des salariés de l'agence et nous faire découvrir l'outil. Ce qui était quand même un incontournable pour une agence de communication digitale de maîtriser LinkedIn. Donc j'ai suivi tout Ouais. simplement la formation comme une bonne élève et en fait j'ai découvert un réseau que je connaissais pas du tout, qui pour moi était une grande CVTech et qui au-delà de trouver du travail ne servait pas à grand chose. Et je me suis un peu amusée avec ça, puisqu'il nous avait donné un peu des tips de comment publier, quand publier, voilà, bon, bref, des tips de formateurs, quoi. Et j'ai appliqué tout ça, mais sans trop y croire au début. De toute façon, j'étais en stage, j'avais pas encore cette idée de me lancer en freelance, tout ça. Et c'est vrai que ça a pris, alors doucement, hein, j'ai pas fait des centaines de likes dès les premiers posts, je devais en avoir 10 comme tout le monde, 3 commentaires, enfin, comme tout le monde comme personne normale qui débute sur LinkedIn. Mais plus je publiais, puisque j'ai pas lâché, plus je commençais à avoir des résultats qui augmentaient. Et puis c'est vrai que du coup, quand j'ai eu cette idée qui a popé de me lancer à mon compte, parce que j'en avais marre justement du cadre salarial, je me suis dit que LinkedIn, c'était the place to be un peu, parce que j'avais pu en découvrir les effets. Et c'est vrai que très vite, ça a pris le premier mois, je crois, que je me suis lancée, j'avais déjà un client qui m'avait contacté bien avant que je me lance, bien avant de savoir que j'allais devenir freelance. Je l'avais recontacté du coup en lui disant, bah ça y est, finalement, je Tu es peux dispo? procurer. C'est ça, je peux donner mes services, donner mes conseils. Et après, ça a enchaîné, ça a enchaîné. J'ai de plus en plus de demandes grâce à LinkedIn, qui est aujourd'hui mon principal canal d'acquisition en termes de clients. Est-ce que on était en quelle année là quand tu t'es lancé sur LinkedIn? 2019. Ok. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile aujourd'hui d'acquérir des clients via ce canal en 2023 ou pas? Alors, oui et non. Dans le sens où en 2019, on va pas se mentir, il y avait très peu de gens qui créaient du contenu. Honnêtement, il y avait, voilà, comme je disais, des gens qui postaient leur CV et des gens qui postaient des annonces, des offres d'emploi. À part ça, Ouais. personne donnait des conseils véritablement. Donc, dès qu'une personne se mettait à donner des conseils, elle se démarquait forcément. Et ça prenait assez vite parce que ça marchait déjà à l'époque. Donc, c'était beaucoup plus simple d'avoir une visibilité, une communauté et des clients. Après, c'était un canal qu'on maîtrisait peu, justement. On n'avait pas trop les codes, on ne savait pas trop comment faire, on devait un peu y aller à tâtons. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils, beaucoup de formateurs, des ressources, des formations en ligne, des vidéos, que sais-je. On a toutes les ressources à disposition pour apprendre à créer un contenu et un bon contenu LinkedIn qui convertit, qui marche. Donc, je dirais que c'est plus simple dans le sens où on a plus d'informations. Après, maintenant, il y a aussi beaucoup plus de concurrence qu'avant. Donc, à voir. Et ouais, c'est sûr. Et justement, comment savoir quel contenu gratuit donner et à quelle limite s'arrêter sur le contenu gratuit pour passer sur du payant pour que le client justement se dise, alors elle maîtrise son sujet, ok, j'ai bien compris par rapport à ce qu'elle publie, mais à quel moment on se dit, oula, attends, faut que j'arrête de donner du contenu gratuit pour pouvoir convertir derrière. Alors, c'est une limite qui est assez fine et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Parce que beaucoup ont peur de poster pour se dire, bah oui, mais si je dis tout, bah, j'aurai plus rien à vendre derrière. C'est Alors, ça. déjà, ouais, je pense que c'est une fausse croyance, ou du moins une croyance limitante, ou une excuse. Bref, le mot que vous voulez mettre dessus. En fait, déjà, les posts LinkedIn sont assez courts. Malgré tout, on peut pas, c'est pas un article de blog non plus, hein. Donc, on Mm. peut pas donner tous les conseils qu'on a à donner d'un coup. Et tous les clients ne lisent pas tous vos posts. Ça, c'est illusoire. Ne croyez pas que tous vos abonnés lisent l'ensemble de vos posts et retiennent absolument tout. C'est faux. Donc, déjà, on est limité par la taille et par la visibilité des posts. En plus de ça, la plupart des clients qu'on va avoir, alors évidemment, tout dépend le domaine, mais c'est soit des gens qui n'ont pas les compétences et qui mettraient beaucoup plus de temps à avoir ces compétences-là, soit des personnes qui n'ont pas le temps parce qu'elles ont un autre métier tout simplement à côté qui fait que bah, on peut pas enfin, on a des journées, c'est 30, enfin, en général 35 heures, mais en tout cas, une journée, c'est 24 heures. Donc, on peut pas faire plus qu'une journée, pousser les murs et passer sa journée à travailler. Donc, ils n'ont pas le temps. Et il y en a beaucoup qui n'ont tout simplement pas l'envie aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour la création de contenu, la rédaction web, beaucoup de clients n'ont pas envie d'écrire parce qu'ils n'aiment pas ça, c'est pas quelque chose qui les anime, donc ils préfèrent largement déléguer. Donc finalement, Et donner puis mes c'est pas leur conseils, cœur de métier.
C'est pas Oui, leur voilà, cœur de c'est ça. métier aussi. Donc, donner mes conseils, ça va les aider. Ils vont se dire, OK, oui, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais j'ai pas envie de le faire. Je saurais même pas bien le faire parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est pas son cœur de métier. Et en plus, j'ai pas le temps de le faire parce que j'ai d'autres choses à faire en plus de la communication. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite pour donner des conseils gratuits. Au contraire, plus vous en donnerez, plus ça montrera vos compétences. Et puis, comme on dit, il faut apprendre à donner avant de recevoir. Donc, voilà, ce Exactement. sera le conseil. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une influenceuse sur LinkedIn? Alors, on m'a un peu collé cette étiquette-là parce que je fais partie d'une agence d'influence LinkedIn. Donc forcément, qui dit agence d'influence LinkedIn, dit influenceuse. Big up à l'agence Les Années Folles d'ailleurs, si vous passez par là. Donc, par le titre, oui. Après, dans les faits, non, puisque maintenant, influenceuse, alors, il y a non seulement le côté un peu star, un peu starifié, on va se balader dans la rue, on va se faire arrêter pour des autographes et des photos, ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc non. Et puis il y a aussi le côté aussi négatif. Les influenceurs ont une assez mauvaise image dans le sens où ils vous vendent des produits un peu chaotiques. Bon, c'est un peu l'image malheureusement qu'on en a aujourd'hui. Pour moi, l'influence, c'est pas ça, donc je ne me considérerais pas comme une influenceuse dans ce sens-là. Par contre, oui, je pense qu'à partir du moment où on a une certaine communauté, une certaine visibilité, forcément, on va avoir une certaine influence sur les gens qui nous lisent. Mais c'est mathématique, c'est un passage obligatoire. Donc, Ouais. influenceuse dans ce sens-là, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu dirais quand même que, alors, mis à part le fait de te dire que le salariat n'était pas fait pour toi, est-ce que ton stage t'a aidé à te lancer? Oui, alors ça c'est sûr, parce que je pense que c'est ce stage-là qui a fait que je me suis lancée et que sans lui, je ne me serais pas lancée. Premièrement parce qu'il m'a fait découvrir le métier de rédactrice web dans la pratique et il me l'a fait adorer. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je kiffais et que je me voyais bien faire plusieurs années de suite. En plus de ça, c'est là où j'ai fait des rencontres qui ont été un peu stratégiques, justement, pour me lancer dans la suite. Comme je disais, le formateur LinkedIn, que j'aurais jamais rencontré autrement. Et puis, il y avait aussi une rédactrice web qui travaillait là-bas, qui, elle, était justement salariée, mais elle était salariée à temps partiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient pris une stagiaire pour compléter l'équipe. Elle était donc rédactrice web à temps partiel. Et à côté de ça, elle était freelance. Donc, elle avait la double casquette. Et en fait, j'ai beaucoup échangé avec elle. Et c'est elle aussi qui m'a un peu donné le goût de me dire, bah, moi aussi, je peux le faire en freelance. Il y a un marché, il y a de la demande. Ça fonctionne. Ça m'a un peu rassurée aussi pour me lancer par la suite. Donc oui, je pense que c'était aussi ce stage qui m'a permis d'être freelance. Quand tu t'es lancé en micro-entreprise, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ou pas? Oui, 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 je suis passée directement à la micro-entreprise. C'est simple, en 5 minutes, on a les papiers, les charges sont moindres. Enfin, c'est vraiment la simplicité incarnée quand on commence et quand on ne sait pas, en fait. Quand on ne sait pas où ça va nous mener, si ça va fonctionner ou pas. Et surtout quand on n'a pas ni de salariés, enfin, ni on va dire, de collaborateurs, qu'on est solopreneur et qu'on n'a pas forcément de matériel à voir, comme dans la construction, par exemple, on va avoir des locaux, on va acheter du matériel, etc. Quand on est rédacteur web freelance, on a juste besoin d'un ordinateur, une connexion Internet et on travaille tout seul. Donc, aucune charge finalement en plus à déclarer. Donc, le statut micro-entrepreneur, c'est l'idéal. Tu me disais aujourd'hui que tu avais créé un centre de formation, c'est bien ça? C'est ça, un organisme de formation. Un organisme de formation. À quel moment tu as senti qu'il fallait basculer justement dans quelque chose de plus grand, qu'il fallait commencer à déléguer, peut-être embaucher? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'au début, donc j'étais juste rédactrice web, ça marchait bien, mais je me suis confrontée à une problématique de taille, c'est qu'il y a une sorte de plafond de verre en fait quand on est solopreneur. Comme je parlais tout à l'heure du fait du temps passé, moi je vends mon temps contre finalement une rémunération, puisque je passe du temps à rédiger les articles, les contenus. J'ai pas du temps illimité et à un moment je pouvais plus prendre de clients, donc je me suis sentie limitée. Le seul moyen de grandir, c'était soit d'augmenter mes tarifs pour augmenter mes revenus, mais là encore à un moment je peux pas. Enfin, on peut augmenter ses tarifs, il n'y a pas de problème à ça, mais à un moment, on va être forcément limité. Je ne peux pas vendre un article de blog 3 000 euros. À un moment, il faut être réaliste aussi avec la réalité du marché. Et donc, je me suis trouvée un peu limitée. Et je me suis dit, bon, allez, Inès, comment faire pour dépasser cette limite un petit peu? Et c'est vrai que je me suis rendu compte que sur le marché, il y avait très peu de rédacteurs qui avaient suivi une formation de rédacteurs. Il y a beaucoup qui sortaient de lettres, beaucoup de marketing, beaucoup de com, mais jamais d'un mélange des trois, puisque finalement, la rédaction web, c'est un mélange des trois. Moi, j'avais suivi un peu des études là-dedans, puisque j'avais fait un master de lettres appliquées à la rédaction professionnelle. Et puis, du coup, ça faisait quelques années que j'errais dans le métier, que j'envoyais un peu les rouages. Et je me suis dit, bon, allez, Inès,
nouveau défi, mais créer une formation qui rassemble non seulement ce que tu as appris durant tes études et aussi ce que tu as appris sur le tas. Je savais vraiment pas ce que ça allait donner. Alors, j'y suis vraiment allée YOLO, hein. J'ai fait aucune étude de marché, j'ai demandé l'avis à personne, j'ai fait ça dans mon coin, j'ai même pas fait de strat de com. Enfin, vraiment, c'était ridicule, hein. Vraiment, je me suis vraiment déterminée toute seule à faire ma petite formation. Mais après, j'y ai donné vraiment toute mon âme et tout mon amour. J'ai quand même fait une petite strat de com à la sortie, quand la formation a été publiée. Et ça a pris tout de suite. J'ai l'impression que toute ma carrière, ça a pris tout de suite, un peu comme par magie. J'aurais pas vraiment de recette miracle. Et ça a pris. J'ai eu les premiers retours des étudiants qui étaient très contents, etc., etc. Le bouche à oreille faisant, la visibilité augmentant sur LinkedIn. Bah, après, l'information de cette formation créée s'est un peu répandue. Et c'est vrai que les étudiants ont afflué. Mais voilà un peu comment ça s'est passé. Après, il y a eu une autre problématique, c'est justement quand je suis passée de micro-entrepreneur, enfin, de micro-entreprise à société. Parce que là, encore une fois, c'était arrivé à un moment où mon chiffre d'affaires augmentait avec l'activité de rédactrice web plus l'activité de formatrice. Mes plannings étaient chargés, donc j'ai commencé à déléguer à d'autres rédacteurs, justement, en me disant, bah, au lieu de dire non, délègue à d'autres personnes pour compléter ton activité, continuer à prendre des clients sans prendre plus de temps. Donc j'avais des charges supplémentaires, j'ai aussi investi dans plus d'outils, j'ai investi dans des prestataires aussi pour améliorer mon site internet, pour m'accompagner sur du coaching. Enfin, j'ai investi, on va dire, dans mon business. Et le statut société s'est alors imposé. Mais en fait, ça s'est fait vraiment en grandissant au fur des besoins qui sont arrivés, des envies aussi qui sont arrivées. Voilà, il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs précis. C'est difficile de déléguer parce que quand c'est notre bébé, enfin, moi, je sais que pour moi, c'est difficile de déléguer. Comment t'as fait? Comment t'as choisi les personnes qui allaient travailler avec toi? Alors, c'est vrai que pour beaucoup, c'est difficile et voilà, pour moi la première, mais ça m'avait fait peur de prime abord. C'est-à-dire que bon, j'ai fait une annonce LinkedIn en disant: «Je recherche des rédacteurs pour intégrer une sorte d'agence digitale, mais de freelance», hein, c'est pas des personnes salariées, c'est une agence entièrement de freelance. J'ai reçu pas mal de candidatures. Alors, j'ai passé de longues heures à éplucher un peu les candidatures. Alors, qu'est-ce qu'une candidature d'un rédacteur freelance? Bah, c'est tout simplement les articles qu'il a déjà pu rédiger, les clients avec lesquels il a déjà pu travailler. Donc, évidemment, j'ai pas lu 20 articles par rédacteur, mais voilà, j'en ai lu 2-3. J'ai essayé de voir si ça correspondait à ce que moi j'attendais d'un rédacteur. J'ai pris aussi le temps de faire des retours à chacun, parce que pour moi, c'est important de leur dire oui ou non, et si oui ou sinon, pourquoi. Et après, une fois que j'avais constitué ma petite équipe de rédacteurs qui me convenait, sachant que, petit aparté, j'ai quand même recruté, je crois, la moitié des rédacteurs de mon agence qui étaient des étudiants de ma formation. Donc, qui avaient appris avec ma manière de rédiger. Donc, je les avais un peu formatés déjà à ma manière de voir les choses. Donc, c'était quand même plus simple pour moi. Et ensuite, une fois qu'ils étaient dans l'agence, bah, il y a eu un travail de relecture. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est dans le contrat de toute façon, je dis que pour valider une mission, j'ai mon regard critique dessus. Donc, je relis à chaque fois les articles des rédacteurs avant de les transmettre aux clients, ce qui me permet de faire mes retours et de garder quand même un petit peu la main mise sur les contenus. Donc, je délègue, mais je garde un petit regard critique sur les choses. Bah, bien sûr, c'est normal. C'est ton image en même temps Oui. qui est véhiculée parce que les gens que tu as embauchés font, bien sûr. Exactement. Donc voilà. Mais c'est dur, hein. Je reconnais que c'est dur. Après, c'est obligatoire aussi, il faut voir le côté positif. On peut déléguer des choses que nous, on sait faire parce qu'on n'a plus le temps, comme j'ai pu le faire. Et on délègue aussi parfois certaines choses qu'on ne sait pas faire. Si on veut créer une chaîne YouTube et qu'on n'a pas les compétences de montage vidéo, à un moment, au lieu de faire quelque chose de tout moche, il faut quand même, si on a l'argent et l'argent nécessaire, investir pour l'évolution de son entreprise ou sa micro-entreprise. Pour moi, c'est très important d'investir dans son entreprise pour la faire grandir. Ouais, et c'est un peu la clé de la réussite, hein. Je dirais effectivement, c'est difficile hein, quand on se lance d'avoir assez d'argent justement pour investir sur son entreprise, mais en même temps, c'est la clé de voûte, j'ai envie de dire, de la réussite. Oui, totalement. Et puis, on garde quand même le choix de nos collaborateurs. C'est ça qui est super chouette aussi quand on est freelance. Ouais. C'est que voilà, on peut faire des entretiens. Alors évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais on voit déjà ce qui a été réalisé. On fait des entretiens, on voit s'il y a le feeling. Et puis, c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à une première personne. Finalement, ça se passe pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Ce qui est bien avec les contrats freelance, c'est qu'on peut les arrêter quand bon le souhaite. Bon, faut faire ça en bonne et due forme quand même, hein. Pas du jour au lendemain, plus Oui, bien donner de sûr. nouvelles.
Mais voilà, on peut arrêter et puis prendre quelqu'un d'autre derrière. Enfin, c'est pas je m'engage avec cette personne et c'est définitif et j'aurai plus jamais la main mise sur mon travail. Ça, c'est faux aussi. Est-ce que justement le fait de travailler avec des freelances, c'est plus facile que d'embaucher? Ah oui, moi j'ai jamais embauché et vraiment c'est une crainte que j'ai. Je ne me sens pas du tout prête à embaucher parce que pour moi, il y a trop de contraintes. Justement, sur ces contraintes de contrat, qui peuvent se comprendre, hein, mais voilà, quand on embauche quelqu'un, non seulement on doit lui verser un salaire fixe, peu importe les résultats, fournis, Et ça coûte cher, ça coûte très ça cher. coûte Ouais. cher et en plus de ça, on ne peut pas gérer quelqu'un du jour au lendemain. Enfin, on est en France, c'est normal. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait peur en tant que chef d'entreprise. Donc, je préfère travailler avec des freelances. Et puis, je me dis que je sais ce que c'est être freelance. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que je fais plus confiance à un freelance qu'à quelqu'un qui est salarié. En vrai, c'est vraiment ma vision des trucs. Je Ouais, dis pas que mais je c'est suis une d'accord, vérité, ouais. mais Ouais, ouais. donc voilà. Ok. Tu es en train d'écrire un livre, me semble-t-il. Oui, exactement. Bah là, j'ai le Word ouvert d'ailleurs en même temps qu'on enregistre le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore secret? Alors, je peux en dire un peu plus sans trop en dévoiler non plus. En fait, cette idée de roman, je l'ai eue à la fac. Je sais pas, j'ai toujours trouvé l'écriture comme un exutoire pour les émotions que je ressentais et que j'arrivais pas à prononcer, à exprimer, à donner. J'écrivais. Et du coup, j'ai plein de bribes je sais pas, de débuts d'histoire qui n'ont même pas lieu à être continuées. Et c'est vraiment des bribes de morceaux de choses qui me passaient par l'esprit, que j'avais envie de mettre sur papier. Et c'est vrai qu'il y a une histoire en particulier, un texte en particulier, qui m'a toujours beaucoup touchée, parlé, enfin qui avait un sens particulier pour moi et que j'avais un peu délaissé parce que voilà, je l'avais écrit comme ça. Moi, c'était pas du tout mon objectif d'écrire un roman initialement, c'était vraiment juste comme ça à titre de passe-temps. Et puis récemment, je me suis posé beaucoup de questions sur justement qu'est-ce que je vais faire, quel est mon avenir professionnel. Je pense qu'on a beaucoup de remises en question quand on est freelance parce qu'on a toujours envie de nouveaux projets. Je crois que c'est vraiment un truc des freelances. On n'arrive pas à se satisfaire quand tout roule. On a envie toujours de créer autre chose, créer un nouveau Le projet. challenge. Ouais. C'est ça, exactement. Et là, je trouvais que c'était un peu trop calme. Donc, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, c'est vrai que j'avais ce bout de texte qui traînait. Pourquoi pas en faire un roman? Ça serait un vrai challenge pour le coup, puisque l'écriture littéraire est très différente de l'écriture Ah rédactionnelle oui. sur le web. Ça n'a rien à voir et je m'en suis bien rendu compte. donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est vrai que je me suis complètement plongée dans ce projet-là et maintenant, j'avoue, je délaisse un peu la rédaction web qui s'est calmée au vu de l'été comme toute activité professionnelle pendant la période estivale. Et finalement, ça fait du bien, je me plonge corps et âme dans ce roman qui, du coup, pour en dévoiler un peu plus sur l'intrigue, c'est plutôt un roman psychologique, je dirais, qui nous plonge vraiment dans l'esprit un peu perturbé d'une jeune femme qui a malheureusement vécu un événement tragique, ou du moins traumatisant, dans sa vie. Et en fait, on voit toute son évolution, on est vraiment au cœur de son esprit, sans savoir vraiment ce qui lui est arrivé. Et on a justement la révélation à la fin, même si on a quelques petits détails forcément tout au long de la lecture. Mais voilà, ça, grosso modo, ça sera l'histoire. Et puis, peut-être que vous aurez la chance de le lire un jour, si je trouve une maison d'édition. Tu t'es fixé une deadline justement pour le terminer ou pas du tout? Tu y vas en freestyle? Tu l'auras remarqué, je fais beaucoup de projets en freestyle. Donc, c'est un peu freestyle. J'ai pas de deadline, mais j'avoue que j'avance quand même très, très vite. C'est dingue aussi parce que ça me fait penser aux personnes qui plutôt aux débutants, puisque je me considère comme une grande débutante dans la littérature, mais aux débutants qui lisent beaucoup de choses sur le web, on dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Et je sais que moi j'avais lu un roman, ça prend du temps, ça prend 1 an, 2 ans, parfois 3 ans. Et honnêtement, je m'y suis plongée depuis 2 mois, j'ai déjà rédigé 120 pages. Quoi. Donc, je me dis, ça avance quand Oui, même mais assez vite. à partir du moment où tu as l'inspiration, ça peut aller très vite, effectivement. Il y a des auteurs qui écrivent un livre par an, donc voire 2 même parfois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je pense aussi que comme j'avais cette histoire depuis très longtemps en tête, en fait, je l'ai toujours eue en tête, je ne l'ai pas inventée Ouais. sur le tas. Je savais déjà comment elle allait se dérouler, donc j'ai plus qu'à suivre. Et puis, comme je m'investis vraiment à fond, je crois que j'y passe mes semaines entières. Je fais que ça de mes journées. J'adore, je me suis trouvé une nouvelle passion. Donc,
comme j'aime ça et que j'y passe énormément de temps, c'est pour ça que ça va aussi très vite. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'étapes aussi derrière. Il y aura la relecture, il y aura les bêta-lecteurs, évidemment, qui vont faire leur retour, qui vont me permettre d'améliorer le texte. Il y aura la recherche de la maison d'édition, la campagne de promotion. Enfin, je sais que le parcours est encore très long. Donc, en termes de deadline, je dirais 2024. J'aimerais bien que le livre sorte en 2024. Ça nous laisse 6 mois. C'est pas mal. Oui. Tu envisages l'auto-édition si tu ne trouves pas de maison d'édition? Alors, c'est dans un coin de ma tête, je ne l'omets pas totalement, je ne dis pas non, définitif, mais c'est vrai que j'ai quand même l'édition fortement en tête. Pourquoi cette obsession pour l'édition? Parce que, pour moi, peut-être à tort, les grands auteurs d'aujourd'hui sont édités. Il y en a des auteurs en auto-édition qui sont connus, mais ça reste quand même minoritaire. Et pour moi, la maison d'édition, c'est une reconnaissance de ton travail qui est beaucoup plus significatif que l'auto-édition, où tu peux avoir beaucoup d'acheteurs derrière, mais je sais pas, pour moi, c'est pas la même chose. Une maison d'édition, c'est quelqu'un qui, pour moi, connaît le marché, connaît les ouvrages, et si elle valide et elle croit en ton projet, c'est que potentiellement, tu as fait du bon boulot, quoi. Ouais. Mais je te rejoins, j'ai travaillé dans l'édition il y a très longtemps, au début de ma vie professionnelle, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est un peu quand même un signe de reconnaissance. Alors, il y en a qui veulent pas du tout mettre les pieds dans l'édition, justement, dans les maisons d'édition, et qui n'ont jamais envisagé de se faire éditer et qui sont partis sur une auto-édition, et on peut les comprendre, enfin, c'est leur choix. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, passer par une maison d'édition, c'est quand même plus valorisant aussi. Oui, je trouve ça plus valorisant. Et puis après, alors en termes de, on va dire, business, bon, si on peut appeler ça business, parce que je compte pas devenir uniquement romancière et tout lâcher à côté, pas du tout, c'est vraiment plus le côté projet et voir jusqu'à où ça peut me mener, plutôt le côté défi que projet de carrière. Mais je sais que on peut être dans les librairies entre guillemets connues et grand public, la Fnac, De Citre. On peut aussi postuler au concours, que ce soit le prix Goncourt ou autre, les prix des auteurs féminins, etc., auxquels on peut pas forcément candidater quand on est auto-édité. La plupart demandent d'être édité en maison d'édition francophone. Donc, en fait, ça m'ouvre aussi des portes que je n'aurais pas avec l'auto-édition et que j'ai envie de tenter. J'ai envie de voir mon livre à la Fnac avec sa petite couverture et potentiellement candidater au concours et voir si potentiellement si je peux obtenir un prix qui serait encore une fois une reconnaissance suprême sur la rédaction, quoi. Donc, c'est pour ça que je mets toute mon âme là-dedans et je sais qu'après, je serai quand même fière de mon roman, peu importe s'il est édité, s'il gagne des prix ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt une envie d'aller au bout du défi. De dire, je me suis lancé ce défi, je ne veux pas faire les choses à moitié et je veux aller au bout du bout de ce projet-là. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Est-ce que, juste, je veux revenir au tout début de ton entreprise en micro-entreprise, est-ce que tu as gagné de quoi vivre dès les premiers mois? De quoi vivre, non, mais c'est quand même arrivé très vite. Le premier contrat que j'ai eu, je crois que c'était 200 €. Moi, je suis honnête, hein, c'était 200 €. Alors, effectivement, on ne peut pas vivre avec 200 €, sans compter qu'après, on payait les petites charges, les petits impôts dessus, etc. Mais je crois qu'en 6 mois, quand même, j'ai réussi à me dégager un SMIC net. Donc, c'est quand même allé assez vite. Et encore une fois, comme je disais, j'étais chez mes parents, donc j'avais pas de contraintes financières. Donc, peut-être que le fait de ne pas me mettre de pression là-dessus a peut-être fait aussi que c'est arrivé plus rapidement. Je ne sais pas. Donc, voilà, ça a quand même pris 6 mois, mais du moins, j'ai gagné de l'argent dès le premier mois. 200 €, c'était déjà ça. J'étais déjà contente. C'était déjà bien. C'était déjà bien. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, là, fille ou garçon d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer? Quel conseil tu lui donnerais? De se former, je pense, peu importe le métier qu'il souhaite faire, hein, qu'il souhaite exercer, au-delà du métier, au statut de freelance. Parce que beaucoup se forment ou ont une formation dans leur métier, ils disent je vais me lancer en tant que freelance et on verra bien. Mais c'est vrai qu'on nous forme beaucoup au salariat finalement tout au long de notre parcours académique et que le freelancing, il y a quand même des pièges à éviter, il y a quand même des choses à savoir, que ce soit en termes de comptabilité, en termes administratifs, en termes de communication, tout simplement. Savoir se vendre, c'est quand même la compétence qui fait qu'on réussit. Un professionnel qui est hyper bon dans son domaine mais qui ne sait pas se vendre ne vendra pas et donc va fermer son entreprise. Ça n'a finalement aucun intérêt. Donc il faut être bon dans ce qu'on fait, mais il faut aussi savoir se vendre et être un bon freelance.
entre guillemets. Donc, je dirais de se former. En plus, ça enlève un peu le syndrome de l'imposteur, ce qui est pas mal. Et ensuite de ça, c'est de oser se lancer. Parce que alors, beaucoup vont aussi se former, lire beaucoup de choses. Ils disent, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et combien m'ont dit dans mon entourage, je vais le faire, et que je n'ai jamais vu le bout du projet. Et c'est dommage, parce que c'est franchement une belle aventure. Et comme je le disais quand je parlais de la délégation, c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire, vous pouvez vous lancer, oui, c'est risqué, oui, ça fait peur, mais si ça fonctionne pas, vous pourrez toujours retourner au salariat, vous pourrez toujours vous lancer dans un autre projet. Il y aura toujours d'autres solutions, d'autres options. D'ailleurs, si vous avez peur de quitter votre CDI, que vous êtes en CDI, vous avez plusieurs options. Vous n'êtes pas obligé de faire le grand saut. Vous pouvez soit lancer votre micro-entreprise à côté de votre job de salarié en parlant avec le patron, parce que alors, des fois, il y a des clauses qui font que ce n'est pas possible, mais voilà, comme ça, bon, alors ça fait plus de travail, mais au moins vous testez un peu le marché, vous voyez si ça vous plaît, et vous quittez votre boulot quand vous vous sentez prêt. Vous pouvez vous mettre au chômage aussi. Pôle emploi vous donne du coup une aide. Vous recevez comment on appelle ça, l'aide de Pôle emploi, et en même temps, vous pouvez lancer votre entreprise sereinement puisque vous avez un revenu, si on peut appeler ça un revenu régulier grâce à Pôle emploi pendant un certain laps de temps. Donc finalement, vous n'êtes pas obligé de vous lancer sans parachute, sauter de l'avion et puis crier en voyant le sol s'approcher. Il y a quand même des parachutes qui existent, et lancez-vous parce que c'est quand même une belle aventure, donc ça serait dommage de regretter plus tard. Est-ce que tu fais partie d'un réseau? Parce que nous, et les filles, c'est jeudi, on est un réseau de femmes chefs d'entreprise en Auvergne. Est-ce que toi aussi, tu fais partie d'un réseau ou juste tu gardes juste LinkedIn comme réseau pro? Oui, moi je ne fais pas partie de réseau, toute seule sur LinkedIn avec mon petit site internet, mon petit LinkedIn, ma newsletter, et puis en avant Guingamp, toute seule. Voilà. Non, je ne fais pas partie de réseau particulier. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Mais écoute, je vois pas comme ça, juste lancez-vous. Si jamais vous avez des questions, je suis joignable sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à venir me les poser. J'essaie de répondre à tout le monde. Je réponds à tout le monde, je crois. Ça, je vais me taper sur le doigt s'il y a quelqu'un à qui j'ai pas répondu, qui va me dire pourquoi tu m'avais pas répondu en 2020. Mais je réponds à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, tout simplement, merci de m'avoir invité pour passer dans ce podcast. J'arrive plus à parler. C'était super chouette. Super. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Inès. Et puis, longue vie à ton entreprise et à ton livre. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!